Donc moi, je suis membre du conseil d'administration de l'AFM et je suis aussi maman d'une jeune fille qui est atteinte d'une amyotrophie spinale. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord par rapport à la discussion précédente, en tous les cas, l'AFM, on est très favorable aux tests de dépistage non invasif de toutes ces maladies récessives ou non récessives d'ailleurs, qui sont soumises au DPN aujourd'hui, tout simplement parce que dans une famille, quand on a un test qui se révèle être négatif et que derrière on a une interruption de grossesse liée à la myosynthèse, c'est un double drame. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très grave. Et donc les familles sont très demandeuses. Et l'enquête qu'on avait pu faire auprès des familles montrait qu'en fait, si on leur proposait un diagnostic non invasif, elles prendraient le risque d'une erreur de diagnostic plutôt que de faire un diagnostic invasif derrière pour confirmer. La deuxième chose que je voulais vous parler, donc, c'est sur ces maladies monogéniques. Aujourd'hui, il y a un vrai souci d'identification des porteurs et dans la parentèle. Il est très difficile pour les familles d'identifier ou de faire la recherche au niveau de la parentèle. C'est pas forcément très difficile. Dans certains cas, le généticien est là et va aider la famille à construire l'arbre généalogique. Dans d'autres cas, et encore très récemment, on a vu des médecins dire « vous faites partie d'une maladie rare, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs dans la famille ». Donc voilà, on est quand même très loin du test général. Donc la première chose, je pense, qu'il faut mettre en place, c'est essayer d'identifier les porteurs dans la parentèle. C'était prévu par la loi, malheureusement ça n'a pas été très bien développé au niveau des lois de bioéthique, et aujourd'hui on a toujours cette difficulté. La majorité de l'enquête génétique, elle n'est pas faite par des conseillers en génétique, elle est faite par des membres d'associations, avec plus ou moins de bonne volonté, plus ou moins d'efficacité. Et c'est vrai que généralement on essaie de retourner les gens vers des généticiens, mais en tous les cas on a quand même un certain nombre de difficultés au niveau de ces informations-là. Et déjà, si on pouvait identifier donc, pour ces maladies-là, dans la parentèle, les personnes porteurs, forcément ça améliorerait le diagnostic. Alors après, quand on parle des tests génétiques comme ça, nous on a vraiment de grosses questions sur si ces tests génétiques devenaient ouverts sur Internet à tout le monde, qu'est-ce qu'on va en faire avec l'éducation qu'ont les gens sur la génétique aujourd'hui? Donc il y a un début d'éducation génétique au niveau du lycée, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement sommaire. On n'a pas tous nos enfants qui passent par le lycée. Il y en a quelques-uns qui bifurquent à la sortie du collège, et tous ces gens-là ont une éducation génétique qui est relativement faible et qui, en tous les cas, qui ne leur permet pas de lire de manière objective ce qu'ils vont trouver sur Internet. La majorité des Français aujourd'hui n'est pas capable d'interpréter correctement ce qu'ils vont lire sur Internet. Donc on a vraiment une interrogation vis-à-vis de ça. Bien sûr, si c'est proposé dans un cadre tout à fait structuré par un conseiller en génétique, quelqu'un qui va expliquer ce criblage, pourquoi on le fait, quels sont les risques, et si les gens ont le libre choix de le faire ou de ne pas le faire, ça pose beaucoup moins de questions. Ce qu'on voit beaucoup arriver, c'est le libre accès sur Internet. Aujourd'hui, on peut faire des cartes génétiques sur Internet, ça coûte en gros 300 €. On a un certain nombre de gens qui viennent nous revoir en me disant « mais je suis porteur de la myotrophie spinale, qu'est-ce que je dois faire ?» Enfin, généralement d'ailleurs, ils viennent « je suis atteint de la myotrophie spinale, qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc là, on sent qu'au niveau scolaire et éducation générale, on a un vrai problème d'éducation. Et donc la première question qu'il faut vraiment se poser, c'est si on le propose, dans quel cadre on va le proposer, comment on va entourer les parents. Et bien entendu, la deuxième question, c'est le rendu du résultat. Et ce rendu du résultat, il ne doit et il ne peut être fait correctement que par un médecin, voire même, je pense, un généticien ou un conseiller en génétique. Parce que sinon, ça crée des angoisses énormes au niveau des familles qui arrivent sans trop savoir ce qu'elles font. On se rend compte qu'aujourd'hui, sur le numéro appel famille de l'AFM, on a un coup de téléphone sur 2 qui ne sont pas liés à des familles qui ont des enfants qui sont atteints de maladies génétiques, mais à des familles qui ont appris par une relation comme ça, parce qu'ils ont testé sur Internet, parce qu'ils ont fait un certain nombre de tests, on ne sait trop où, qui sont porteurs de la maladie et ils ne savent pas quoi faire de cette information-là.
Et donc aujourd'hui, on a changé complètement au niveau de l'accueil famille. On a été obligé de remettre des personnes qui sont là, qui sont des conseillers en génétique, des fois qu'on va prendre sur le quota des quelques-uns qui sont formés. En tous les cas, on en a assimilé 2 dans ce cadre-là pour donner du conseil en génétique. Donc la dispersion de ces informations-là, à mon avis, elle passe par un problème d'éducation, d'écoute et de compréhension du résultat, parce que la majorité des Français aujourd'hui ne sont pas capables de comprendre le résultat qu'on leur fournit. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant la parole à Jean-Yves Ledéo, qui est donc député, vice-présidente de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Merci beaucoup. Bon, je voudrais d'abord remercier Jean-Louis Mandel et vous remercier de m'avoir invité. Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai eu la chance de participer à la totalité des lois bioéthiques, puisque je suis élu depuis un certain temps, 92, 94, 2002, 2004, sous 2 gouvernements successifs, et la récente loi de 2011. Les questions que vous abordez sont des questions majeures, et j'ai vu un changement, notamment dans l'examen de la loi 2011, où une certaine forme de bataille front contre front, qu'on n'avait pas connue dans les lois 92, 94, dans les lois 2002, 2004, est apparue, avec beaucoup plus de lobbying vis-à-vis des parlementaires sur ces questions, et avec un certain nombre de positions respectables, mais de positions qui nous étaient très largement suggérées et qui, pour certaines, se sont retrouvées dans le débat parlementaire, fortement, notamment sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, qui n'est pas le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Sur les questions qu'on aborde, on aborde des questions qu'on a déjà traitées dans une loi de 94, c'est celle du diagnostic préimplantatoire, même si ça concerne très peu de cas. J'étais un de ceux qui proposait l'amendement. Il y avait 2 amendements, un du groupe PS auquel j'appartiens, un du groupe UMP RPR à l'époque de Jean-François Mattei. Il y avait 2 amendements qui ont donné lieu au diagnostic préimplantatoire. On a été très critiqués. Très critiqué. Il y a un article du Monde du lendemain ou du surlendemain qui disait qu'on ouvrait la porte à l'eugénisme. Les premiers décrets, les décrets ont été longs à être pris. On est arrivé seulement à 200 cas. Et on est arrivé à des cas où, sans liste, puisque vous avez abordé la question des listes, sans liste, avec une commission médicale, on a réussi à effectivement indiquer quelles étaient les maladies qui étaient susceptibles d'être prises en compte pour le diagnostic préimplantatoire. C'est vrai qu'on a mis dans le texte de loi un certain nombre de garde-fous, et Jean-Louis Mandel vient de poser une question qui serait de faire éventuellement tomber ce garde-fou. Dire pourquoi est-ce qu'il est plus éthique de permettre à quelqu'un, à une famille, d'avoir un 2e enfant qui n'est pas atteint d'une maladie, est-ce qu'il est plus éthique de le faire pour le premier? Et c'est la question que tu posais. En tout cas, pour le diagnostic préimplantatoire, on a effectivement dit que les conditions étaient des conditions très strictes. 2e point que je voudrais indiquer, et je réponds à Madame la Présidente de l'UNAPI, j'ai travaillé dans mon département avec votre association. Je ne crois pas qu'il faille opposer les tests et la possibilité de la recherche et des tests avec le soin des enfants qui sont nés et qui sont handicapés. Il faut traiter les 2 questions de manière séparée, et l'une n'a, à mon avis, pas d'incidence sur l'autre. On a aujourd'hui, j'étais à un congrès de la FNAT dimanche dernier encore, on a aujourd'hui un problème de reconnaissance du handicap sous toutes ses formes, et donc ça c'est un problème qui ne doit pas venir obérer et dire il ne faut pas continuer la recherche sur ces sujets. Et je trouve que les positions qu'on a pu prendre sur les cellules souches embryonnaires ou sur le diagnostic prénatal, les 2 sont liés. Je suis donc assez favorable à ce qu'on se pose la question, au moins en réflexion, à l'Office parlementaire. On a précédé à l'Office parlementaire, ceux qui le connaissent, on a précédé la totalité des lois, aussi bien sur la bioéthique que sur la sûreté nucléaire ou la radioprotection, que sur les grands sujets où les sciences et les technologies, où l'avancée des sciences et des technologies a des incidences fortes et de plus en plus fortes sur la société. On est au 150e rapport.
sur ces sujets. Et je crois qu'ensuite, en amont de la loi, on en tient compte quand on vote par la suite la loi. Le diagnostic prénatal, dans le texte de loi qu'on a voté, mais c'était à peu près le même en 2004, il y a eu un peu quelques petites incidentes sur des sujets que vous avez abordés en disant on arrive à un résultat, et que Mme Aimé a abordé la première tout à l'heure, on arrive à un résultat finalement où on pousse vers l'interruption volontaire de grossesse ou l'intervention médicale, l'interruption médicale de grossesse. Quand on voit les chiffres, il faut tenir compte du fait que 20% de personnes ne vont pas vers ces tests, déjà. Et qu'ensuite, c'est plus 96%, à mon avis, même les chiffres que vous avez donnés, c'est plus 93%, on n'est plus vers là, et c'est des gens qui veulent savoir, et on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir savoir à un moment donné, si jamais un enfant qui est à venir est atteint d'une maladie, on ne peut pas le reprocher à des familles. Il faut donc mettre en place les tests les moins invasifs possibles, c'est ce qui est dit, et si on a des solutions qui sont des solutions fiables et non invasives, bien sûr, il faut les privilégier. Et il faut, si jamais on va vers des tests, comme vous l'avez dit, du diagnostic préconceptionnel, je pense qu'il faudra de la même manière le faire sous un contrôle qui soit un contrôle médical très strict, avec des centres de diagnostic prénatal, une accréditation et une labellisation de l'Agence de biomédecine, car sans ce système que nous avons construit, il y a, à mon avis, des dérives qui sont des dérives très fortes, qui sont des dérives possibles. Le malheur, et là vous l'avez abordé aussi, c'est que les dérives, elles existent déjà. Elles existent déjà car tout test, pendant la séance de la loi, d'examen de la loi, j'ai tapé, pour que le ministre le voie, j'ai tapé test génétique. J'ai d'ailleurs fait l'essai vis-à-vis de ce que je voyais là, où on me disait que mais c'est très simple d'avoir n'importe quel test génétique pour prouver la filiation. Et ça ne se fait pas dans le reste du monde, ça se fait en Espagne et ça se fait en Allemagne. C'est-à-dire ça se fait dans des pays voisins, c'est-à-dire on n'a pas la même réglementation européenne déjà sur ce sujet. Et il y a une liberté totale de tests, sans que là il y ait encadrement médical, sans qu'il y ait préparation de la famille. Et donc on va voir se généraliser, à mon sens, et je crois que le Comité consultatif national d'éthique a eu raison de traiter de cette question, on va voir se généraliser ces tests sans qu'il y ait le contrôle. Le deuxième point qui a été peu abordé, même si ce n'est pas directement sur ces tests, c'est l'usage des données génétiques. Car la généralisation des tests va entraîner des usages nouveaux de ces données génétiques. Alors on a déjà un exemple qui nous est le FNAEG, qui est le fichier qui permet l'enregistrement dans des cas très précis. Et on a vu que ce fichier il s'est de plus en plus élargi. Et qu'on va avoir donc, à un moment donné, si on généralise le diagnostic, il faut sûrement mettre la condition très très stricte de l'anonymat dans la généralisation. Car si on ne fait pas ça, eh bien on va avoir des bases de données génétiques qui vont devenir de plus en plus importantes, qui risquent de porter atteinte à la vie privée, c'est certain, car ce sera exactement la même chose, en beaucoup plus précis que les fichiers, les listes dont on a pu parler malheureusement dans l'histoire, la substitution de données confidentielles et éventuellement l'utilisation pour les assurances et pour un certain nombre de secteurs lucratifs de ces fichiers. Donc la question que vous posez, on peut la traiter à condition, à mon avis, de ne pas faire de liste de maladies, car qu'est-ce qui est génétiquement insupportable? Comment on va le définir? Et je crois que vous avez raison de le dire. Et vous avez, à travers la maladie de Tay-Sachs et de la maladie de Gaucher, en différenciant les deux, vous avez bien montré qu'il y a des maladies qui évoluent malheureusement toujours, qui sont toujours létales, quasiment, et il y a des maladies dont l'expression du génome n'est pas la même suivant le type de maladie. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on a le droit, à un moment donné, de faire un pari sur l'expression du génome et en tout cas de l'inscrire au niveau de la loi? Voilà, en résumé, en donnant mon avis, je l'ai dit de manière diplomatique, j'aurais pu le dire de manière moins diplomatique sur un peu les pressions dans ce récent texte de loi, mais
je crois que le ton de ce débat l'exigeait. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui en disant qu'il est bien sûr nécessaire de réexaminer ces lois. On a reprévu un examen de la loi bioéthique dans la loi, un dernier article de loi dit qu'on va l'examiner dans 5 ans. Je n'étais pas favorable, dans 6 ans cette fois-ci. Avant c'était 5 ans, mais on a fait une fois en 10 ans, une fois en 5 ans. Je n'étais pas favorable à cela, mais je pense qu'il faut réexaminer les lois de manière régulière, car les technologies changent et les questionnements sont des questionnements qui changent. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire au niveau de l'Assemblée. Et je terminerai en disant un autre point. Il n'y a pas suffisamment, à mon avis, de parlementaires qui sont formés à ces thématiques et à ces problématiques. C'est des thématiques compliquées et malheureusement, on est dans notre système français avec une domination très large du droit, de l'administration, de l'économie dans la classe politique, et que la science et la médecine n'a quelquefois pas la part qu'elle mériterait d'avoir. Merci beaucoup pour cette intervention. Pour continuer l'esprit de table ronde, je vais donner la parole à Dominique Bonneau. Oui, merci de donner la parole. Merci Jean-Louis de m'avoir invité à ce colloque qui est très très intéressant. Je voudrais donner mon point de vue de généticien clinicien, c'est-à-dire de personnes qui s'occupent sur le plan médical des gens qui sont atteints de maladies génétiques et qui voient l'avenir arriver avec une certaine circonspection. Le métier de généticien clinicien, c'est un métier qui s'occupe de gens atteints de maladies génétiques, et on a affaire à une famille ou à un individu qui sont touchés par une maladie, jusqu'à maintenant en tout cas. Donc notre travail, c'est de faire le diagnostic en collaboration avec les biologistes moléculaires. Souvent on y arrive, mais on y arrive, on y arrive un grand nombre de cas, mais assez souvent on est confronté à l'absence de diagnostic sur les maladies génétiques. On sait très très bien que les gens ont une pathologie génétique, que les familles sont touchées, qu'il y a un risque éventuel pour que ça recommence, mais on ne peut rien leur donner. Et quoi qu'il en soit, on leur propose toujours un suivi. Je ne sais pas qui a parlé de laisser les gens avec une trisomie 21 et ne plus s'en occuper. C'est hors de question et c'est hors de propos en ce qui concerne les médecins que nous sommes. C'est-à-dire que nous prenons en charge des gens à la fois sur le plan du soin, du care, mais également du cure, excusez-moi, mais du care, c'est-à-dire sur le plan médico-social. C'est-à-dire que la prise en charge des maladies génétiques, c'est quelque chose de global, à la fois médical et médico-social. C'est ça notre métier à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'il va se passer avec l'avènement des techniques de séquençage à haut débit, que ce soit le séquençage des exomes, c'est-à-dire les parties codantes des gènes, ou des parties de l'ensemble du génome, dont les technologies deviennent abordables sur le plan financier et également raisonnables en temps de manipulation. Ce qui va se passer, c'est un flot énorme d'informations dont on ne pourra pas faire face auquel on ne pourra pas faire face, et qu'on ne pourra pas traiter au niveau des familles. Je donne simplement un exemple. Il y a actuellement un groupe qui s'appelle 1000 Génomes qui a publié le séquençage de 1600 et quelques personnes du génome entier. Et sur cet aspect de 1000 génomes, ils se sont rendus compte que chacun d'entre nous, en moyenne, était porteur de 340 à 400 altérations génétiques touchant 250 à 300 gènes. C'est-à-dire que les informations qui vont arriver, et quand je parle d'altération, c'est des choses qui entraînent une perte de fonction du gène, qui altère le gène et qui fait qu'il ne fonctionne pas. Et donc, on va avoir bientôt des gens qui vont avoir leur génome séquencé et qui viendront nous voir en disant « Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là » Si on informe les gens 3 minutes par mutation sur ce qui est dans leur génome, les consultations de génétique dureront 15 heures. Et 3 minutes par altération, ça ne sera pas suffisant pour leur faire comprendre que, oui, peut-être là, vous êtes porteur de cette mutation dans ce gène, ça vous entraîne un risque particulier pour cette maladie, mais on n'en est pas complètement sûr. 3 minutes, ça me semble quelque chose d'assez court. Et ce qui va se passer, à mon sens, donc Annick Rothschild a parlé des dépistages, des mutations, des pathologies récessives, mais ça c'est en population. Et dans la population générale, les problèmes vont être complètement différents. Ça va être aussi quelque chose à traiter, qu'il y ait 400 mutations ou conséquence le génome entier. Le problème sera à peu près le même, c'est-à-dire qu'on aura des difficultés à expliquer l'ensemble des données qui vont nous arriver en consultation quotidienne. Et je le vois déjà à mes consultations avec les techniques de cytogénétique moderne qui permettent, par des puces ADN, de voir si les enfants sont porteurs d'anomalies. J'ai vu mon métier changer et passer énormément de temps à l'heure actuelle à expliquer aux gens
que les anomalies qu'on a trouvées, finalement, elles ne sont pas graves, mais qu'il vaut mieux quand même vérifier pour être complètement sûr que ce qu'on a trouvé, ce n'est pas grave et que ça n'a rien à voir avec la pathologie qu'ont leurs enfants. Donc ça, c'est notre métier qui est en train de changer et qui va encore changer davantage avec les techniques de séquençage du génome qui nous arrivent. Ce qui va se passer également, c'est qu'on sera incapable de faire un suivi puisqu'on n'aura pas de diagnostic très précis, qu'on va se poser la question de savoir s'il faut recontacter les familles. Et actuellement, il y a un débat aux États-Unis sur le duty of recontact les familles. C'est-à-dire que quand on va avoir de nouvelles informations sur ces différentes mutations, les bases de données étant ce qu'elles sont, on va incrémenter notre savoir. Et donc, on va avoir de nouvelles informations, on va avoir de nouvelles informations à donner aux familles. Est-ce qu'on doit les recontacter pour ça? Ou est-ce que c'est à eux de nous recontacter tous les 2 ans pour dire est-ce que vous avez quelque chose de nouveau sur les gènes pour lesquels vous avez trouvé des mutations et pour lesquels vous ne saviez pas quoi me dire quand vous m'avez vu en consultation il y a de ça 2 ans. Ensuite, cet afflux d'informations va conduire, si on n'y prend pas garde, à une stigmatisation, parce que les gens qui seront porteurs de mutations vont se sentir stigmatisés, ils vont chercher des conjointes qui n'ont pas nécessairement la même mutation, et donc je pense que sur Internet, il y aura des clubs de rencontres en fonction du génome. Ça va également être un problème pour les assurances qui vont demander à avoir accès à ces données. Et je prends par exemple l'exemple aux Pays-Bas où il y a, comme chez nous, un moratoire pour les assureurs, sauf que ce moratoire, il y a un seuil pour l'assurance vie. Ce seuil, il est à 130 000 €. En dessous de 130 000 €, on n'a pas accès, on ne doit pas demander aux gens leurs données génétiques. Au-delà de 130 000 € pour une assurance vie, les assureurs font ce qu'ils veulent. Donc on peut imaginer, encore une fois, si on n'y prend pas garde, que ces choses-là vont être extrêmement difficiles à traiter. Je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que je pense que les tests génétiques et l'utilisation du génome, c'est une affaire de citoyenneté et de démocratie. Parce que le problème, c'est que l'utilisation de ces nouvelles technologies doit être raisonnée, non discriminante et égalitaire. Et je voudrais attirer les choses sur le fait qu'en France, je ne suis pas certain qu'il y ait un agenda bien précis sur ces nouvelles technologies, contrairement à ce qui se passe en Angleterre. Jean-Louis Mandel a montré l'exemple d'un comité qui édite quelque chose de précis sur ce qu'il faut faire. Ils disent « Ok, le séquençage ou la recherche de mutations chez les hétérozygotes, c'est quelque chose qui est absolument acceptable. » En France, bien que j'appartienne à beaucoup de comités d'éthique et à l'Agence de biomédecine, je ne vois pas d'instance dans ce domaine qui fasse le point sur les différents impacts des nouvelles technologies sur le plan non seulement technique, éthique et sociétal. Et puis enfin, la dernière question, c'est qui informe les citoyens? Et je voudrais simplement dire qu'il me semble nécessaire que les agences gouvernementales, et en particulier l'Agence de biomédecine, doit avoir un rôle proactif dans ce domaine, c'est-à-dire que je pense que c'est à l'Agence de biomédecine, bien qu'étant généticien, bien qu'appartenant au conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine, je ne suis pas certain que ces problèmes soient suffisamment traités, parce qu'il est nécessaire que l'on puisse avoir le point régulier sur ces différentes technologies, de façon à ce qu'on ait une utilisation de ces nouvelles technologies qui conduisent à un choix éclairé, avec une utilisation éthique, encore une fois, d'une façon égalitaire et non discriminante. Merci beaucoup. Je voudrais faire un très bref commentaire. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que vient de dire Dominique. Et je suis très heureux également d'avoir entendu monsieur le député Ledéo parler de l'encadrement des tests génétiques. En fait, si on recentre le débat strictement sur le problème préconceptionnel, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 2 situations. Soit on laisse la population faire ses tests, par exemple dans le privé, et effectivement, ils ne vont pas savoir comment exploiter les résultats. Et à partir de là, ils vont demander des conseils génétiques. Et dans une situation épouvantable comme tu le décrivais, avec 15 heures de consultation minimum, l'autre alternative vers laquelle moi je souhaiterais qu'on se dirige, c'est que, au contraire, en préconceptionnel, ce n'est pas des tests qu'on fasse, mais c'est une consultation de génétique. À quoi servirait une proposition de consultation de génétique en préconceptionnel?
ça servirait premièrement à établir un arbre généalogique et à repérer déjà si effectivement il y a des individus à risque pour une famille donnée. Et puis ça servirait également à expliquer aux gens quels vont être les aléas considérables pour eux de se faire tester s'il n'y a pas de risque apparent pour eux parce qu'ils appartiennent à une famille à risque. Donc il faut voir ce qu'on va choisir. Soit des tests d'abord et une consultation génétique cauchemardesque, soit plutôt une consultation génétique d'abord, d'information, d'éclairage, et qui permettra bien souvent, je pense, à beaucoup de gens de dire « bon, eh ben, je ne vois pas l'utilité de me faire tester ». Je peux commenter. Les tests de préconceptionnels qu'on propose, on ne les fait jamais sans conseil génétique à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a eu des infirmières parce que comme on n'a pas assez de conseillers génétiques pour le faire, dans le cadre de la médecine ambulatoire, il y a des infirmières qui ont été formées à la génétique de manière très particulière, de manière à pouvoir expliquer aux gens qui viennent faire leur test de quoi il s'agit. Et par exemple, si on reprend la connexine 26 avec l'histoire de la surdité, eh ben, il y a plein de gens qui ne font pas du tout le test parce qu'ils disent que la surdité, ce n'est pas une maladie grave et qu'on peut la traiter. Donc les gens, quand on leur parle correctement et quand on explique de manière claire et nette, on est tous, en général, on est adultes quand on fait des enfants, au moins au point de vue nombre d'années, et on peut prendre nos décisions. Et donc après avoir eu le conseil génétique, c'est l'idée du conseil génétique. Je pense que c'est un métier d'avenir pour les jeunes qui sont dans la salle. C'est vraiment un métier qui va être de plus en plus nécessaire parce que je pense que l'idée, c'est de prévenir l'utilisation de tests génétiques qu'on n'a pas besoin de faire. C'est comme les jeunes femmes qui font des amniosynthèses parce qu'elles sont un peu angoissées. Bon, c'est ridicule parce qu'elles risquent de perdre l'enfant ou d'avoir des diagnostics auxquels elles ne s'attendent pas du tout. Je pense que le conseil génétique, c'est la clé, et je l'ai répété plusieurs fois quand j'ai parlé tout à l'heure. Je vais répéter encore une fois. L'éducation, c'est number one. C'est l'éducation des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des conseillers génétiques et surtout aussi de la population qui est adulte et qui est capable de faire ses choix. Et je pense que moi, la leçon que j'ai apprise depuis que je suis généticienne, ça fait à peu près 15 ans, en Israël, c'est que les gens, quand on leur explique, ils savent bien faire leurs décisions en fonction de leur propre... je pense qu'en fonction de leur manière à eux de voir la vie. Quand j'ai travaillé à Jérusalem pendant 15 ans, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « c'était très intéressant, on vous remercie beaucoup ». Et c'était « non, on ne fait rien ». Super, c'est très bien. Et puis il y a des gens qui voulaient tout faire, et chacun choisit son choix. Je pense que c'est... Moi, je suis un peu gênée quand j'entends on interdit ou on permet, parce que quand on interdit ou quand on permet, on a une... M'excusez pour ce que je dis, mais c'est un peu, quelque part, c'est un paternalisme vis-à-vis des gens, et les gens, ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. C'est comme ça que... C'est la médecine que moi je fais, en tout cas. Annick, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le seul petit problème, c'est que là, en l'occurrence, c'est une population qui est ciblée, des maladies qui sont ciblées, et c'est des maladies qui n'intéressent que les enfants. C'est-à-dire qu'on va dépister des porteuses, le risque est pour leurs enfants. Quand on va avoir accès à l'ensemble du génome, on va dépister non seulement des mutations récessives pour des maladies qui vont intéresser les enfants, mais on va également dépister des porteurs de mutations pour des maladies qui seront à l'âge adulte. Oui, je suis d'accord avec toi, complètement. Mais on a déjà ce problème-là avec le Gaucher. D'une population ciblée. En dehors d'une population ciblée. Oui. Pour une maladie. Par exemple, le X-FRA, tu as des gens, quand ils sont... par exemple, une femme qui est porteuse d'une prémutation, elle peut avoir une insuffisance ovarienne tôt, et quand elle vient se faire ses tests, on ne va pas lui dire « Madame, dépêchez-vous de faire vos enfants, parce que bientôt, vous ne pourrez peut-être plus les faire ». C'est une des choses où, par exemple, quand il y a un porteur sain de X-FRA et qui risque de développer une maladie du Parkinson plus tard, on confronte déjà maintenant un tas de problèmes comme ça. C'est vrai, tu as raison. Mais je pense que l'idée, c'est d'éviter que les gens se fassent des tests quand ils n'en ont pas besoin. C'est pour ça que s'ils ont un conseil génétique avant, peut-être qu'ils hésiteront avant de faire clic sur Internet et d'acheter un test. Je sais pas. Peut-être je suis naïve, mais... Oui. Moi, j'aimerais intervenir sur deux aspects.
D'abord, je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée qu'il faut faire une consultation génétique pour savoir s'il y a un risque familial, et s'il n'y en a pas, on arrête là, parce qu'on sait quand même que, surtout en France, où il y a en moyenne 2 enfants par famille, que la majorité des cas, en tout cas pour les maladies récessives, et je dirais même pour les maladies liées au X, surviennent comme premier cas dans une famille où il n'y a jamais rien eu. Donc ça, c'est déjà... on se retrouve devant cette histoire de dire, voilà, ce qu'on peut faire, c'est de limiter la récurrence de quelque chose qui est déjà arrivé, mais c'est certain que l'interrogatoire génétique ne permet absolument pas d'interférer sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Or, de plus en plus, les cas arrivent dans des familles où il n'y avait pas de problème. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est peut-être qu'on l'a perdu de vue, je pense que la réflexion, en tout cas que je proposais, c'est qu'est-ce que éventuellement notre système de santé veut proposer ou pas. Et je suis tout à fait d'accord que la recherche sur l'ensemble du génome, sur tous les gènes, etc., va donner une telle masse de choses non interprétables avec tous les aspects de prédisposition pour des maladies tardives, etc., que là, je pense que c'est pas quelque chose. C'est quelque chose que peut-être s'il y a un individu adulte qui a envie de se faire ça, c'est son choix, mais c'est pas quelque chose, effectivement, qu'il faut encourager, parce que, effectivement, il y a plein de problèmes. Par contre, ce que je pose comme question, c'est effectivement sur une liste de gènes et de maladies précises dont on peut assez sûrement se dire que, en tout cas, certains types de mutations entraînent une maladie grave. Alors la question de qu'est-ce que c'est une maladie grave, et est-ce que c'est une maladie qui est avant 20 ans, une maladie qui est avant 40 ans, est-ce que c'est une maladie où il y a un traitement mais qui n'est pas terrible ou pas, donc ça c'est le concept de maladie grave, mais à la limite, on est sur un nombre de gènes qu'on pourrait très bien dire, voilà, celui-là, ça nous paraît être quelque chose qui mérite l'attention. Et je dirais d'une certaine manière, se dire que si effectivement il s'agit de maladies graves et dont on est quasiment sûr de la gravité, de permettre aux couples dans la population générale de choisir. Ce qui implique effectivement une éducation générale à la génétique, et plutôt au collège qu'au lycée, parce qu'effectivement, comme dit, tout le monde ne va pas au lycée. Il y a des choses quand même qui ne sont pas si compliquées. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir détailler les 450 maladies, une à une, etc. Mais il y a des grandes classes qu'on peut donner. Donc je crois que la question, c'est l'exome ou le génome entier. De toute façon, c'est évident que ce n'est pas là-dedans que, en tout cas, l'agence de biomédecine ou le ministère de la Santé doit intervenir pour rendre ça possible à tout un chacun. Ça ne peut être que sur des indications, parce que ça permet de répondre à un problème dans une famille donnée. Mais la question, je pense, et on n'aura pas le temps, mais je vous rappelle qu'il y a ce petit questionnaire, ce sondage, je vais vous redonner l'adresse pour savoir ce que vous en pensez, mais est-ce que sur une liste limitée de gènes dont on sait qu'ils sont responsables de maladies sévères, est-ce que c'est quelque chose dont on ne veut absolument pas en France? Et c'est vrai que même pour la mucoviscidose, pour le moment, il n'y a pas de diagnostic préconceptionnel, en tout cas qui soit proposé de manière large. C'est une question, est-ce que c'est quand même ôter une part de liberté à des gens qui auraient préféré peut-être pouvoir y avoir recours? C'est de savoir est-ce qu'on peut, sur une liste de gènes, mettre des limites, en tout cas sur ce qui est ce qui pourrait être remboursé ou pas, s'il y a un remboursement. L'exemple d'Israël, c'est qu'effectivement, il y a des maladies pour lesquelles c'est carrément gratuit, d'autres où les assurances médicales
prennent en charge en partie. On pourrait estimer qu'il y a des choses où, effectivement, où si les gens ont envie d'aller sur Internet et de l'avoir, de toute façon, on ne pourra pas leur empêcher, mais en tout cas, on peut au moins ne pas le proposer sous une forme encadrée en France, ou même interdire que le marché en soit fait en France. Mais je pense que c'est ce problème. Est-ce que finalement, il y a une différence entre, je dirais, le deuxième enfant atteint et le premier pour des maladies graves? C'est-à-dire, est-ce que des maladies, on va estimer qu'elles sont susceptibles, sur discussion avec la famille, de conduire à un diagnostic prénatal? Est-ce qu'il est ou non envisageable que pour ces maladies-là, on puisse proposer, et de nouveau, une proposition, ce n'est pas une obligation, et je crois que ni en Israël, ni en Sardaigne, etc., les choses ont été obligatoires. Évidemment, quand on est en Arabie Saoudite ou en Iran, c'est peut-être différent, parce qu'effectivement, là, on est pas vraiment dans des démocraties type occidentale, mais de se dire, est-ce que c'est acceptable ou pas? Oui, mais je pense que, je vais donner tout de suite la parole à M. Ledéo, mais je pense que là, du coup, contrairement à l'exemple de la trisomie 21, où on a pu dire que le diagnostic non invasif n'était qu'une évolution et pas une révolution, il me semble que la façon dont tu as de poser la question ici, c'est vraiment en termes d'encadrement légal en France, c'est une révolution, puisqu'on ne peut pas envisager ce que le législateur avait envisagé jusqu'à présent, mais je laisserai le parlementaire le dire mieux que moi, c'est que c'est un encadrement qui est laissé finalement, toutes ces problématiques, ces problèmes éthiques et sociaux qu'il y a autour de ces questions, on voit bien que c'est laissé à la charge des praticiens, des cliniciens, et vous le disiez que ça fait partie, enfin je crois que c'est Dominique ou Jean-Paul qui parlait du fait que vous, dans vos pratiques cliniques, vous avez une approche intégrée de ces différents enjeux qui entourent ce diagnostic. Or là, ce que tu proposes, Jean-Louis, de sortir de ce contexte du conseil de génétique, on l'entend bien que d'un point de vue pratique, on a du mal à envisager en France une généralisation du conseil génétique à tous les couples qui souhaitent procréer, et en même temps, c'est pas par hasard que le législateur a décidé de confier ça aux professionnels dans le cadre d'un conseil génétique. Et donc, quelles alternatives concrètes, précises, on peut envisager, parce qu'on ne va pas lâcher la proie pour l'ombre, quelles alternatives concrètes de régulation sur ces questions éthiques qui sont, on en a discuté toute la matinée, extrêmement diverses et complexes, on peut envisager. Je voudrais juste faire un très bref commentaire. Je suis ennuyé par l'histoire de la liste des gènes de maladies graves. Jusqu'à maintenant, le législateur, dans sa très grande sagesse, s'est interdit de publier ce type de liste qui ouvrirait droit au diagnostic prénatal, au diagnostic préimplantatoire. Je vais prendre simplement un exemple. La phénylcétonurie, qui est une maladie qui, il y a jusqu'à 20 ans, entraînait des désordres mentaux épouvantables. C'est une maladie qui se traite par un régime. Eh bien, quand je vois un couple avec un enfant qui a un couple mettons un enfant effectivement qui a une phénylcétonurie, qui a été maltraité, et que ce couple demande un diagnostic prénatal, on discute avec lui des possibilités thérapeutiques, et généralement, le couple considère effectivement que le diagnostic prénatal n'est peut-être pas indiqué pour une phénylcétonurie. Quand je vois un couple venant d'Afrique, de Tunisie ou de choses comme ça, cette maladie est pour ce couple gravissime, parce qu'eux, ils ne pourront pas se procurer les produits nécessaires à la prise en charge. Donc, c'est simplement pour illustrer le fait qu'une maladie ou un gène donné, c'est une maladie grave ou pas grave, selon le contexte dans lequel s'exprime cette maladie. Et à longueur de temps, dans nos consultations, pour une maladie donnée, on va dire blanc à un couple et on va dire noir à l'autre, parce qu'encore une fois, la maladie n'est pas prise en dehors de son contexte, c'est pas une liste de gènes, c'est une maladie dans un environnement familial et social qui fait qu'il ne peut pas y avoir de réponse univoque. Oui, je vais
je vais dire la même chose que ce qui a été indiqué tout de suite. Moi, je suis personnellement opposé à une liste. On ne l'a pas souhaité, je l'ai dit, pour le diagnostic préimplantatoire, puisqu'on a déjà la possibilité, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le cas où une famille a eu déjà des enfants atteints d'une maladie d'une particulière gravité, on procède à une procréation médicalement assistée, et quand on est au stade de 8 cellules, on peut prélever une cellule, il y aura le développement identique des 7 cellules qui restent, on peut prélever une ou deux, il y aura un développement identique des 7, et on fait le test d'analyse génétique sur cette cellule prélevée, on remet ensuite l'embryon qui a été donc conçu in vitro, on le réimplante, et on a donc fait un test avant pour savoir si cette maladie était présente dans l'embryon qui va être réimplanté. Il s'agit donc d'un tri. Et on n'a pas souhaité qu'il y ait de liste dans ce cas-là, parce que la liste, elle va définir la gravité d'une maladie, elle ne va pas du tout définir son occurrence, et moi je préfère une liste de critères sur lesquels il y aura un choix, et à chaque fois un choix. Et les critères, c'est la gravité de la maladie, c'est les techniques et la possibilité des techniques de détection, c'est le pays dans lequel effectivement on vit, c'est le coût éventuel d'un traitement, parce qu'il faut entrer dans le coût. Si jamais on fait un test qui est un test multicritère, et que dans ce test multicritère, on met la maladie de Tay-Sachs dans les conditions actuelles, avec les prix, avec les coûts que vous nous avez indiqués tout à l'heure, ce sera pas obligatoirement remboursé par la sécurité sociale sur la totalité de la population. Donc là, vous avez indiqué que c'est dans des sous-parties de la population en Israël qui ont des prévalences, des taux de prévalence qui sont plus forts, sur lesquels effectivement on va réaliser ce test. Et c'est ces critères qui devraient permettre effectivement peut-être une avancée, mais ça doit se faire dans le cadre d'un conseil médical. Enfin, il est évident que la généralisation de la génétique va poser la question de manière plus générale des tests. Et vous avez abordé 2 ou 3 d'entre vous les tests de susceptibilité. Est-ce qu'on est susceptible de faire une maladie? À partir du moment où on va généraliser ça, on va créer beaucoup plus de problèmes qu'on va en résoudre. Et Jérémy Rifkin a eu une belle phrase un jour, il a dit qu'on avait le droit à l'intimité génétique. Et je crois que c'était très juste dans ce qu'il disait sur ce sujet. Donc, sur ces 2 points, moi je suis réservé, Jean-Louis. Donc je ne sais pas si je suis sage comme législateur, mais je suis réservé sur la nécessité d'élaborer une liste, parce qu'il y a énormément de critères. Par contre, des critères et l'expérimentation de ce que tu as indiqué sur le test préconceptionnel, c'est un point sur lequel on doit travailler, et je suis prêt à l'office à y contribuer. S'il y a une puce de reséquençage de gènes de pathologie autosomique récessive qui est utilisée comme test diagnostic de recherche de mutation, c'est forcément une liste. On va forcément limiter le nombre de pathologies. Ou alors, on va rapidement glisser au séquençage exomique, puisqu'on ne voudra pas louper une pathologie, et puis que la technologie le permettra. Et quid des enfants qui ne seront pas dépistés? Enfin, quid des couples pour lesquels il y aurait un échec de cette technologie? Parce que ce que vont comprendre les patients dans la consultation de conseil génétique prénuptial, qui fera quand même, évidemment, ce n'est pas tous des premières grossesses, mais mettons 500 000 consultations par an, puisqu'il y a 800 000 grossesses en France, et donc je ne sais pas pour vrai combien il y a de premiers enfants, mais je dis 500 000, c'est beaucoup, mais donc 400 000. Donc il y a 400 000 nouvelles consultations de conseil génétique en prénuptial. Qu'est-ce qu'on va comprendre, ces gens de dépistage des hétérozygotes? Ils vont comprendre qu'on dépiste tout. Ils vont comprendre qu'on dépiste toutes les maladies. Et le jour où il y aura parce que les maladies génétiques apparaissent, ne sont pas toutes récessives, et que ça va être le jour, ça va être le lendemain, qu'il y aura une néomutation d'un gosse qui a une malformation qu'on n'aura pas dépistée, que vont comprendre ces gens, puisqu'on leur aura dit en consultation préconceptionnelle de conseil génétique qu'on était capable de tout dépister. En tout cas, c'est ce qu'ils auront compris. Mais bien sûr que non. Si tu leur donnes une information claire et loyale... Oui. Mais tu es très gentil. C'est évident que comme l'éducation des enfants au collège aura augmenté, ils comprendront... Tu dis très bien que dans nos consultations, il est difficile de faire comprendre ces concepts.
Mais tu es d'accord qu'il faut quand même qu'il y ait une attitude raisonnable vis-à-vis du tsunami des tests génétiques qui vont arriver. Ça, je suis d'accord. Rien ne sera parfait, mais il vaut quand même mieux avoir une information par un professionnel compétent que d'avoir rien du tout. Attendez, il y a deux autres personnes qui ont demandé la parole, Jean-Paul et ensuite monsieur. Juste sur la question de la liste, parce qu'il y a énormément de faux débats autour de cette idée de la liste. Bon, d'une part, parce que, d'une certaine manière, il y a des listes tacites qui existent, liées simplement au fait qu'on rembourse, on ne rembourse pas. Donc il y a une intervention collective à un moment donné qui existe et qui, du coup, crée de la hiérarchie, pas forcément de la liste formelle et explicite, mais qui crée de la hiérarchie entre les pathologies et entre les tests. Deuxième élément, c'est que d'une certaine façon, la pratique clinique aussi crée de la hiérarchie, alors sans nécessairement avoir des listes, mais toute la discussion qu'on a eue sur le gradient qu'il peut y avoir entre Tay-Sachs, Gaucher ou la phénylcétonurie, etc., crée aussi des formes de hiérarchie dans la manière dont on aborde ces pathologies et du coup de comment on considère leur gravité, à la fois d'un point de vue individuel et d'un point de vue de santé publique. Du coup, je veux juste revenir 2 secondes sur les raisons pour lesquelles, dans la configuration américaine dont je vous parlais au tout début, ils ont abouti à l'idée non pas d'une liste de pathologies, mais d'une évaluation des tests. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose et pas tout à fait le même mode d'entrée. Évaluation des tests, ça veut dire l'identification d'un certain nombre de critères et de catégories, donc qui inclut le nombre de faux positifs ou de faux négatifs, donc la validité technique, toute une série de choses, mais y compris un jugement d'utilité clinique. Bon, et c'est probablement plus par ce biais-là qu'on peut réintégrer ce que vous mentionnez autour de l'expérience clinique, de l'importance du conseil génétique et de la variabilité des situations individuelles, et le traduire dans quelque chose qui soit un dispositif qui ait aussi une dimension de santé publique, une dimension collective, et qui du coup fasse non pas une liste qui se traduirait par une interdiction absolue versus un champ ouvert absolu, mais qui pose un certain nombre de garde-fous. Exactement comme ça passe du point de vue du médicament, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont jugées trop négatives par leur toxicité ou par le peu de bénéfices cliniques pour qu'on les introduise en pratique. Oui, la liste, elle existe pour une maladie bien précise, on en a souvent parlé, c'est la mucoviscidose. Je prends un exemple. Un couple, une personne hétérozygote pour une mutation grave de CFTR, mucoviscidose, son conjoint, on va le tester. On va le tester sur quelle mutation, sur la totalité du gène, etc. etc. En fait, ce que l'on teste, cet effet, je parle sous la couvert du président de la NPGM, 80% des mutations sont détectées. Donc on sait très bien qu'on va détecter 80% des mutations, des gènes CFTR mutés, et qu'on ne testera pas le reste. Donc on a un taux d'incertitude et on va donner le résultat du risque résiduel qu'a le couple d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose. C'est-à-dire que la personne hétérozygote est hétérozygote, de l'autre côté, il n'y a pas de mutation et il y a un risque résiduel. Donc il y a bien une liste qui est déjà faite des mutations, il n'y a pas une liste précise, mais on dit, la NPGM a proposé qu'il fallait détecter 80% des gènes mutés par les kits. Donc les industriels vont faire la même chose, ils vont faire des kits qui vont permettre de détecter les maladies les plus fréquentes, et puis il y aura toujours le risque. On le fait depuis 10 ans pour la mucoviscidose, on peut le faire très facilement pour les autres mutations, les autres maladies. Je pense que ce problème de liste, c'est un aspect pratique. Parce qu'effectivement, soit on dit qu'on limite un certain nombre de maladies, soit à ce moment-là, où on interdit tout, ou alors on ouvre à l'exome ou au séquençage du génome complet. Et là, effectivement, on est dans un très gros problème parce qu'on ne sait pas comment on va interpréter. Donc je pense que la liste, c'est pas par rapport à est-ce que c'est interdit ou pas, c'est par rapport à ce que éventuellement il peut être proposé ou non dans une politique, je dirais, d'assurance maladie, en disant voilà, est-ce qu'il y a cette proposition qui est faite, comme on a une proposition
pour la trisomie 13, les trisomies et les anomalies chromosomiques. Il y a une proposition pour un certain nombre de maladies, liées aussi au fait que techniquement, avant, effectivement, si on testait 10 gènes, ça coûtait 10 fois plus cher que si on testait un gène. Là, on peut tester 200, 300 ou 500 gènes. D'en tester 510, ça ne va pas revenir beaucoup plus cher. Donc la question, c'est de se poser quelle est l'utilité clinique, qu'est-ce qu'on pense qui est interprétable, qu'est-ce qu'on pense, etc. Et on pourra effectivement discuter, par exemple, sur la phénylcétonurie. Est-ce qu'il faut l'inclure ou pas l'inclure? Ça peut être un sujet de discussion. Ça n'empêche pas le laboratoire ensuite, même si on décide de ne pas l'inclure, de pouvoir le proposer dans des familles à risque particulier, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait permettre, en tout cas, de limiter par rapport à cet afflux, parce qu'effectivement, si c'est tout le génome ou tout l'exome, là, effectivement, on ne va plus s'en sortir. Mais pour moi, c'est l'histoire, c'est est-ce que parce qu'on risque de ne plus s'en sortir, qu'il faut tout empêcher, ou essayer d'avoir une position médiane en disant il y a des choses où il y aura toujours des problèmes. De toute façon, quoi qu'on fasse, quand on fait du diagnostic cytogénétique, on ne cherche pas les Turner et les Klinefelter, on les trouve et après on est bien embêté. Ça demande des consultations longues pour dire qu'est-ce que c'est Turner et Klinefelter. Ça, c'est des choses, on sait. Mais si on peut se limiter à effectivement des maladies où au moins on pourra, pour le couple, et c'est là, c'est aussi pour le couple où les deux personnes auront une mutation. Et l'exemple d'Israël montre quand même que finalement, il y a pour le moment, je crois, une vingtaine de maladies qui sont proposées. Je pense que les Israéliens ne sont ni, et là-dedans il y a aussi, ne sont ni plus intelligents ni moins intelligents que les Français moyens. Et visiblement, même si ce n'est pas parfait, je pense que ça... ces consultations... C'est une population à haut risque, Jean-Louis. C'est une population à haut risque. Tout ce que nous faisons... C'est une population à haut risque. La différence, elle est là. La différence, elle est là. Les hétérozygotes sont très nombreux et les malades sont très nombreux. C'est une population à haut risque. Là, on est en population à bas risque. D'abord, en France, nous sommes à haut risque de mucoviscidose, on ne fait rien. Nous sommes à haut risque d'amyotrophie spinale, on ne fait... Non, mais on ne fait rien dans la population générale. Je veux dire, or, c'est un risque équivalent, donc ça c'est une première chose. Et deuxième chose, mais la question, ça serait probablement de poser la question à des familles où il y a des maladies, et c'est pour ça qu'on a, par exemple, Madame Ouillard, c'est est-ce que s'il y avait eu quelque chose, vous auriez souhaité d'avoir été prévenu avant ou pas? De toute façon, je pense que sur ce sujet, on ne trouvera pas de consensus aujourd'hui. Ce n'était pas non plus l'objectif de la journée, de la matinée, c'était d'en discuter. Je pense que on peut remercier tous les intervenants qui ont permis à cette table ronde d'être aussi riche et variée. Et donc le débat reste évidemment ouvert. Jean-Louis, peut-être que l'année prochaine, pour ton cours, tu pourras prévoir plus de 3 heures. Juste rappeler alors le site, s'il y en a qui veulent répondre... simplement pour savoir effectivement ce que les gens pensent. Donc c'est génétique avec TH, il y a éthique, génétique.blogspot.fr. C'est un questionnaire qui est imparfait, mais qui aura le mérite de voir un petit peu ce que pensent les gens qui ont répondu, et aussi peut-être en fonction de est-ce qu'ils sont médecins ou pas médecins, puisque c'est une des choses qu'on demande. En tout cas, je tiens à remercier tous les intervenants, le public, Catherine qui m'a beaucoup aidé, et je pense que Jean-Yves Ledéo a dû partir, mais je pense que ça serait intéressant qu'à l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques, il y ait des discussions plus approfondies, y compris sur les aspects économiques, etc. À l'Agence de biomédecine, Dominique, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut essayer, parce que je ne pense pas qu'il y a de solution toute faite, mais je pense que de ne pas en parler, de ne pas en discuter, c'est se voiler la face sur des choses qui
quand même vont arriver. Merci.